Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler notre séance numéro 2, l'État français et la décentralisation. Tout d'abord, donner la définition de qu'est-ce que c'est la décentralisation. C'est le fait de pouvoir donner au territoire certaines compétences que l'État français avait auparavant consacrées et concentrées, surtout à Paris, surtout là où on trouve ces sites de décision, comme ce sont les parlements ou les sénats. La problématique de la séance, c'est qu'est-ce que la politique de décentralisation dans laquelle s'engageait l'État français depuis plusieurs décennies. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous allons faire une étude des cas. Vous avez 4 questions à répondre. Dans la première question, qui est élu au suffrage universel direct? Vous devez le répondre à travers le document numéro 1. Et la deuxième question, qui exerce le pouvoir législatif et l'exécutif, et aussi les pouvoirs à l'échelle des collectivités territoriales? Vous pouvez le répondre aussi avec le document numéro 1. Et par la suite, le document numéro 2 à 6, comment se manifeste la décentralisation dans les quotidiens d'un élève de l'école primaire et universitaire? Et pour finir, quelle liberté est laissée aux collectivités? Comment l'État garantit-il l'égalité des chances? Dans ces premiers documents, vous voyez comme c'est un croquis qui nous montre les institutions de la Ve République et des compétences territoriales. On voit dans cette partie à droite comment les collectivités territoriales vont être créées, qui peut choisir ces collectivités territoriales formées par les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les conseillers municipaux. Ça, c'est suffrage direct à ces personnes-là qui ensuite vont pouvoir choisir en tant que suffrage indirect le Sénat. Et ces compétences et moyens, c'est-à-dire les budgets et les financements, que le gouvernement pourra allouer à ces collectivités territoriales pour qu'ils puissent donner certains services. Le document 2, nous avons tout d'abord un texte qui nous parle, qui nous donne la définition de décentralisation. Donc la première loi date de 1982 et consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers les collectivités locales. Elle est inscrite dans l'article 1er de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 17 mars 2003. Comme vous voyez, on peut observer l'envie et l'engagement de l'État français vers cette décentralisation. Il dit la chose suivante: l'organisation de la République française est décentralisée. On considère aujourd'hui que cette décentralisation peut mieux aider à répondre aux besoins particuliers de chaque citoyen. Cette verticalité française qui vient depuis Paris, ça a été questionné, et c'est pour cela que depuis 1982, déjà plus de 40 ans, on essaye, la France est engagée à cette politique-là. On voit qu'il y a 35 416 communes en France en 2020, vous voyez ce document numéro 3, 101 départements et 18 régions, et vous voyez les compétences de chacune de ces organismes-là. Les communes, par exemple, gèrent l'école, les départements, les collèges, les régions, les lycées. Le document 4, il nous montre les compétences centrales et décentralisées dans l'enseignement. Vous voyez ici les domaines de compétences et comment ces domaines, selon école, collège, lycée, va être établi par un de ces départements. Comme exemple numéro 5, vous voyez un exemple de financement universitaire, Bordeaux. Vous voyez quel est le budget universitaire de Bordeaux et comment il est dispatché, comment il est créé, ces budgets, qui apporte quoi et quel pourcentage. Et pour finir, nous voyons cette affiche créée par le département de l'Aisne et le Var-Valais-Rhône. Et c'est un communiqué de presse de 18 juin 2020 où on voit un dessin en 3D d'un prochain collège qui va être construit pour répondre aux besoins liés à la croissance démographique du bassin belgardien. Des conseils départementaux d'engager un programme de reconstruction du collège Louis Dumont, donc, qui débute en 2018. Les travaux ont été retardés du fait des crises sanitaires. Ils devraient s'achever l'année prochaine pour permettre l'ouverture à la rentrée 2021. Maintenant, vous avez le temps dédié à répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez répondu aux 4 questions? Il faut quand même savoir que la quatrième,
en quelque sorte, comme vous voyez, c'est un genre de développement construit parce que vous avez des problématiques. Quelle liberté est laissée aux collectivités et comment l'État garantit-il l'égalité des chances? Ce sont des questions de façon globale et vous devez répondre en utilisant tous les documents. On commence avec la correction de la première, ça va vous aider après à compléter la quatrième, d'accord? Qui peut me répondre à la première question? Qui est élu au suffrage universel direct? Oui? Ceux qui sont élus au suffrage universel direct est le président de la République, le Parlement et les collectivités territoriales. Très bien. Vous voyez ces collectivités territoriales qui ensuite vont élire directement le Sénat. Tout le monde est d'accord? Oui? Deuxième question, qui exerce le pouvoir législatif, exécutif et les pouvoirs à l'échelle des collectivités territoriales? Oui? C'est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif. C'est le gouvernement et le président de la République qui dirige la collectivité territoriale. Et les pouvoirs... Donc, tu voulais dire que les pouvoirs exécutifs, oui, c'est le gouvernement et le président de la République. Voilà, les pouvoirs exécutifs, c'est le président et le gouvernement. Et la collectivité territoriale, c'est qui exerce les pouvoirs à l'échelle des collectivités territoriales? Oui, Lisa? Les conseillers municipaux, communaux et municipaux, départementaux, régionaux. Voilà, ce sont des conseillers. Donc dans ce cas-là, quand c'est la commune, c'est les maires, d'accord? Et après au département, qu'après ces élections directes, on choisit des députés pour le département, donc ce sera les sénateurs, qui sera après lié à la région aussi, qui va gérer tous ces systèmes de collectivités territoriales. Notez-le, corrigez-le s'il vous plaît, d'accord? Complétez-le. Les pouvoirs à l'échelle des collectivités territoriales est exercé quand c'est au niveau communal, c'est les maires. Au niveau départemental, c'est le président du département. Et au niveau régional, ce sont les sénateurs. D'accord? Et le président de la région. Alors, quelqu'un pour la question numéro 3? Comment se manifeste la décentralisation dans les quotidiens d'un élève de l'école primaire à l'université? Donc on prend comme exemple la vie que vous êtes en train de vivre et que j'ai vu avec vous en tant que professeur. Dites-moi, quelqu'un peut me répondre à cette question numéro 3? Allez Martin. La décentralisation permet aux collectivités locales, comme les communes et les régions, de gérer des services publics comme les écoles. Ça veut dire que la mairie, elle prend en charge le financement et l'organisation de l'école, le collège ou le lycée, comme l'entretien des bâtiments, le transport scolaire, les cantines, etc. Comme ça, les décisions elles peuvent mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement pour améliorer la vie quotidienne des élèves. Donc c'est intéressant ta réflexion, seulement qu'il faut la compléter, car tu as dit que la mairie, n'est-ce pas, prend en charge les décisions de l'école, du collège et du lycée. Or ça c'est faux. La mairie c'est l'école, le collège c'est départemental et le lycée c'est régional. Et même l'université, quand on va jusqu'au niveau universitaire, c'est qui va apporter du budget pour l'université? Regardez le document, Lisa. Pas seulement l'État. C'est ça que c'est intéressant. Vous voyez comment, en fait, cette décentralisation est assez cloisonnée, parce que l'école, c'est seulement la mairie, les collèges, c'est seulement le département, les lycées, c'est seulement la région. Mais quand on arrive à l'université, il y a un partage des frais. Regardez bien. J'arrive ici, et vous voyez comme 10%, ce sont subventions territoriales, même de l'Europe. 10%, ce sont recettes propres.
Et après, il y a l'État qui subventionne. Donc, ce n'est pas seulement l'État qui subventionne. Il y a d'autres apports. Ok? On considère que l'université en tant qu'étude supérieure qui est ouverte à l'Europe, ouverte à l'international, peut avoir cette partie de recettes qui sont subventionnées par les collectivités territoriales de l'Europe et que même l'université peut gérer ses propres fonds en donnant des services particuliers aux payants. Corrigez s'il vous plaît. Martin, tu peux le redire à nouveau et en corrigeant ce qu'on a dit, s'il vous plaît. Oui. Alors, la décentralisation permet aux collectivités locales, comme les communes et les régions, de gérer des services publics essentiels, comme les écoles. Cela signifie que la mairie, elle prend en charge le financement et l'organisation de l'école, le département du collège et la région du lycée, et l'État pour l'université. C'est-à-dire que elle finance l'entretien des bâtiments, le transport scolaire et les cantines. Et ainsi, les décisions peuvent mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement, améliorant ainsi la vie quotidienne des élèves. Très bien. Et alors, quelqu'un pour la 4? Quelle liberté est laissée aux collectivités et comment l'État garantit-il les égalités d'échange, des chances? Quelqu'un a fait la question? Pas encore? Pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je laisse cette dernière question en tant que DM pour les prochains jours, donc pour lundi prochain. Vous prenez un peu la tête, vous creusez un petit peu la tête. Vous essayez de répondre ça dans une dizaine de lignes. Pas besoin, dans un examen, normalement c'est 20 lignes, une quinzaine ou 20 lignes. Comme ça me permet de travailler avec vous en développement construit qu'on corrigera en classe. Ça sera vous que vous allez le corriger. D'accord? Parce que les élèves qui sont absents, ils n'auront pas le temps. Ce n'est pas pour les élèves absents, c'est pour vous. Donc comme ça, vous allez bien le travailler, faire un genre d'exposé, vous allez le lire, ok? Pour que les élèves puissent avoir un résumé final de ce qu'on a travaillé pendant ces 2 jours ensemble. D'accord? Dis-moi. Est-ce qu'on peut faire plus de 10 lignes ou pas? Si, tu peux faire plus. Mais mon idée, c'est pas que ça te prenne trop de temps. Mon idée, c'est que tu puisses jeter un coup d'œil à des documents et que tu puisses faire une réflexion, avoir une réflexion surtout avec cette idée d'égalité des chances. D'accord? D'autres questions? On a fait la correction de ces 3 premiers. Ça va vous aider en plus pour engager les quatrièmes. Les quatrièmes exercices. Et comme je vous répète, vous pouvez le faire en suivant la méthodologie de développement construit, d'accord? Vous pouvez l'utiliser en faisant une introduction, les parties et la conclusion. Vous pouvez le faire. C'est possible, d'accord? Ça va vous permettre de vous entraîner. On aura les brevets blancs et il y aura forcément un développement construit. Oui? J'ai une question. Pour le brevet blanc, on va avoir un développement construit à faire en histoire, en géo et en AMC ou Non. en une seule matière? Dans une seule matière. Ok. Ça va être en EMC. Pardon? Le développement, il va être en EMC. Pas forcément. On va faire un sujet commun. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais pas forcément. Alors, je voudrais, une fois qu'on a abordé ces 2 grandes caractéristiques de cours, je voudrais vous entendre et votre réponse concernant est-ce que pour vous l'abstention est-elle un danger pour la démocratie? Dans le début du cours, on a parlé des votes, on a parlé de ces 4e pouvoirs, on a parlé de comment les suffrages directs en réalité ont un pouvoir énorme parce qu'on choisit soit le Parlement, soit les présidents de la République, soit ces conseillers départementaux qui vont choisir le Sénat. Et c'est eux qui gèrent toutes nos lois, c'est eux qui gèrent notre vie, c'est eux qui gèrent comment on peut vivre ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut être l'abstention dans la démocratie? Vous savez qu'un grand problème que la France vit depuis ces dernières années, décennies même, c'est que le pourcentage de participation est de plus en plus faible.
les gens, surtout vous, que vous allez voter dans pas longtemps, n'ont plus envie de voter. Ils considèrent que c'est là, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces principes ou vous pensez que l'abstention, c'est peut-être un danger pour la démocratie? Oui. Ben, pour moi, je pense oui, parce que c'est trop important. Après, bah, en fait, pour moi, c'est un danger si elle est trop importante. Tu parles de l'abstention, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi un danger si elle est trop important? C'est intéressant. Continue à développer ton idée. Non? Écris-le. Je reviens sur toi. D'accord? L'abstention, c'est un danger s'il est trop importante. Pourquoi? Tu vois, c'est une problématique. Essaye de le faire 2-3 phrases pour établir tes idées. Oui? Bah oui, c'est un danger parce que s'il n'y a personne qui vote, on ne peut plus appeler ça une démocratie et du coup ça veut dire que le système français il tombe. D'accord, donc pour toi, tu arrives à l'abstention totale. Mais Oui, mais en fait ça va faire petit peu par petit peu parce que la personne qui va pas voter, elle va se dire je vote pas parce que de toute façon il y a d'autres personnes qui vont aller voter. Si tout le monde se dit ça dans sa tête, après il y aura plus personne qui va aller voter. Et après, du coup, c'est là où ça va, la 5ème République, elle va tomber. Parce que s'il y a tout le monde qui ont la flemme ou qui peuvent pas ou quoi, c'est que après, c'est fini, quoi. Et il faudra voir pour faire une 6ème République. donc tu considères que ça peut être le fondement du système en entier, Oui. s'il y a l'abstention. D'accord. Et pour toi? Oui, parce que en fait, je me dis au fur et à mesure du temps, il y aura de plus en plus de personnes qui vont du coup se dire ça, qui vont se dire ouais, il y a d'autres personnes qui vont aller voter. C'est pas grave si un vote en moins, ça va pas changer. Et du coup, moins il y aura de personnes qui vont aller voter, plus, ce sera plus des avis, mais en fait, on n'aura pas le point de vue de tout le monde sur la situation. Donc, Ça peut être. Donc, tu penses également à un effondrement du système. Lisa? Moi, c'était pareil. Pareil. Martin, voilà, tu es là ou je te laisse encore un peu. Je vous lance une autre question. D'accord, je vous entends. Mais comment je change le système si en quelque sorte je suis toujours obligé de voter au même parti? Je reformule la question. Si je ne suis pas d'accord avec le système, comment je fais pour le changer? Oui? On peut mettre au président pour lui proposer. Oui, mais le président n'est pas obligé d'écouter ta proposition. C'est une lettre d'une personne individuelle. On est 60. Vous avez vu qu'on a un corps électoral de plus de 40 millions de personnes. Si une personne écrit une lettre, ça ne peut pas changer le cours d'une rivière, d'un fleuve. On fait savoir qu'on est là. Si on est plusieurs, on fait des manifestations. Vous voyez que mais les manifestations, à nouveau, quel est le pourcentage? Imaginez, il y a beaucoup de gens, j'essaie d'être un peu l'avocat du diable, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'abstention, c'est l'unique façon de changer réellement le système. C'est des gens qui considèrent que le système ne marche pas et ils disent ce que tu viens de dire. C'est l'effondrement du système. Alors peut-être il faut ne plus voter pour comprendre que le système ne marche pas. Tu me poses la question, parce que ce sont des questions qu'aujourd'hui on se pose et la jeunesse se pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est... D'ailleurs, quelles sont les possibilités pour changer le système? Comment vous pensez qu'il faut changer? Pour toi, par exemple, sur une lettre au président, quelqu'un a une autre idée? Oui? Ce sont des émeutes. Des émeutes? Et C'est révolution, ce côté révolution, émeute, violence? Oui? Sinon, pourquoi pas créer un parti contre le président? Oui. Pas contre le président, mais avec vraiment les idées qu'on veut et qu'on veut imposer et du coup changer la République si c'est ça le problème que les gens pensent. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en réalité, la théorie du système démocratique, c'est ceci. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas d'accord avec le système comment il est mis en place, on crée un parti démocratique pour essayer de gagner de la force et des voix. Au plus de voix on a, au plus peut-être on arrivera un jour au pouvoir et mettre en place nos idées. Mais il y a encore une autre question qui se pose. Comment changer un système si on fait partie du système? Comment changer un système démocratique si en réalité j'ai créé un parti démocratique? À un moment donné, il y a eu des partis politiques. Je vous donne un exemple encore une fois.
de mon pays, parce que pour l'instant, la France, quoique Macron est arrivé au pouvoir en 2017 avec cette idée. Je ne suis ni de la gauche ni de la droite. Je viens d'un parti que j'ai créé, parce que le parti que Macron a, Renaissance aujourd'hui, ou Rassemblement, ou comme on veut l'appeler, parce qu'en France on change vite de nom, c'est un parti qu'il a créé lui, et qu'il a pris des gens de gauche et de la droite. Par contre, on voit qu'il a, soi-disant, hein, parce que je ne suis pas juge d'un système sur lequel je ne vote pas en France. Donc, comment peut tomber dans les mêmes erreurs que dans d'autres partis quand on a créé un nouveau parti? Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Comment faire alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Bah, enfin, c'est pas bien, mais il faudrait peut-être qu'il y ait un dictateur qui soit au pouvoir pour qu'il puisse changer les choses. Parce que, enfin, en général, quand le pays il a été redressé et que, enfin, l'économie elle a augmenté, le déficit il a baissé, bah, c'est quand il y avait un dictateur au pouvoir. C'est pas aussi fou ce que tu as dit, parce que Rome, qui avait accepté cette idée de république, il avait l'image, la figure du dictateur. Quand les choses étaient trop compliquées, on donnait tous les pouvoirs à une personne pour pouvoir s'en sortir de l'impasse. Seulement que malheureusement, ces personnes qui ont eu ces pouvoirs temporaires, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est tout de suite que ces pouvoirs deviennent pour tout le temps. C'est ça qu'il avait fait Jules César. Mais c'est peut-être une possibilité, c'est au moins une idée. Il n'y a pas de mauvaises réflexions, il n'y a que des réflexions. Par exemple, Israël, est-ce que tu en as une réflexion par rapport à le vote? Tu aimerais voter un jour? Pourquoi tu veux voter? Parce que tous les grands, les adultes le font, ou pourquoi? Parce que, il y a ceux qui se présentent, il y en a qui sont des régimes justes, et du coup j'aimerais que, par exemple, cette personne elle soit élue. D'accord. Donc par exemple, tu considères qu'il y a des personnes qui sont justes ou qui considèrent qu'ils vont avec ta façon de penser, tu voudrais le choisir. Mais Arthur, imagine que les 6, 10, 15 ou 25 partis qui se présentent, il n'y en a aucun qui pour toi est juste. Il n'y en a aucun qui va vers ce que tu penses. Bah, soit on vote pas parce qu'il n'y a personne qui a nos idées, soit on crée un autre parti, un nouveau parti qui ressemble à nos idées. Mais le problème, c'est que créer un parti, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. On essaie de trouver le parti qui ressemble le plus à ce que l'on veut. Et quand on se sent trahi, oui, c'est un dis-moi. Par exemple, comme vous avez dit à Arthur, chaque parti n'a pas la même idée, par exemple. Ils n'ont pas la même idée. Parce que chaque parti peut avoir un bout de ce qu'on en pense, en fait. Tout à fait. Alors comment on fait? Comment choisir? En essayant de trouver ce qui rapproche le plus de notre idée. Même si c'est pas à 100%, n'est-ce pas? Oui, même si Donc c'est pas tu serais 100%. capable de voter en partie qu'il y a 50% de tes idées. Oui, honnêtement, oui, parce que... Oui? En fait, leur technique, c'est qu'ils mettent quelque chose que personne n'aime, quelque chose que quelqu'un aime, quelque chose que tout le monde va adhérer. Comme ça, quand on vote pour ce qu'on adhère, après, il fait ce qu'on n'aime pas. D'accord. C'est la technique. C'est vrai que quand on le voit à travers cette optique, on dirait que c'est ça. Que quand ils disent qu'ils vont faire un truc que tout le monde aime, mais quand ils sont sur place, ils font ce que les gens n'aiment pas. Malheureusement, des fois, c'est assez simpliste, mais ça peut arriver. Oui? Mais en fait, on trouvera jamais quelqu'un qui aura 100% la même idée que nous. Enfin, il y aura tout le temps un écart. Même 99%, il y aura personne qui aura exactement la même idée que nous. Donc c'est pas. D'ailleurs, même nous-mêmes, on change d'idée des fois. C'est-à-dire, on a une idée, on la défend à fond, 5 ans après, on a nuancé notre idée. Oui? En fait, je pense que ceux qui veulent pas voter, ils devraient apprendre à faire des compromis. Et
mais se dire que, enfin, tant qu'il y a une grande idée et qu'on est sûr qu'elle passe, enfin, on essaie de voter pour ce parti. Après, s'il y a vraiment une idée qui passe pas, mais en fait, on peut pas ne pas voter parce que ça veut dire que, enfin, l'État il peut dire soit il s'en fiche, soit du coup vu qu'il ne vote pas pour le parti opposé, ça veut dire qu'il n'est pas contre moi. Et du coup là, l'abstention en fait elle s'oppose pas au parti, mais elle l'encourage un peu vu qu'il ne s'est pas opposé au parti de ce parti. Tout à fait. Et une autre question alors, en suivant ta réflexion, parce que c'est très intéressant de se mettre ça en place. Si un jour, par X raison dans votre vie, quand vous allez commencer à voter, vous allez voter normalement pendant des années. Parce qu'à partir de 18, c'est jusqu'à 150 ans que vous pouvez voter. Vous seriez capable de ne pas voter et quand même ne pas être content avec le gouvernement qui a été élu? Je reformule ma question. Est-ce que vous croyez que les gens qui ne votent pas ont le droit d'être contre le gouvernement? Réfléchissez. Est-ce que les gens qui ne votent pas, parce qu'ils disent « Ouais, non, mais celui-là, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas ». Et quand même, quand il y a des gens qui ont voté et qui ont choisi quelqu'un, les gens ils vont se manifester « Ah, mais ça, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas ». Est-ce que vous croyez qu'ils devraient avoir le droit de se manifester? Oui? Justement, non, on peut prendre l'exemple des gilets jaunes parce que les gilets jaunes, c'est dès que Macron est passé, je crois, mais je pense que la plupart, ils n'avaient même pas voté. Et toi, pour toi? Non, à partir du moment où il y a quelqu'un qui vote pas et qui donne pas son avis, il n'a pas à ne pas être content du résultat parce qu'il se dit, peut-être que sa voix, elle aurait changé, donc il n'a pas le droit de ne pas être content. Et toi? On pourrait faire des révolutions, mais des manifestations, mais dans la limite du raisonnable. D'accord, donc quelqu'un qui n'a pas voté, tu considères qu'il peut faire des manifestations? Non, parce que c'est s'autocritiquer, ils votent pour personne, mais il faut accepter que ça ne sera pas forcément ces idées qui seront élues. D'accord. Et pour toi, Martin? En fait, après, l'abstention de voter, c'est quand même un moyen d'exprimer l'insatisfaction envers les choix proposés. Donc pour toi, il faudrait en quelque sorte compter le nombre d'abstentions. Ou voter blanc, il faudrait voter blanc. S'il y a vraiment personne qui nous plaît, il faudrait voter blanc, au lieu de s'abstenir d'aller voter. Oui? Oui, c'est ça, mieux vaut voter blanc que juste rester chez soi. Mais vous savez que le système, en fait, quand on vote blanc, il ne le compte pas. Oui, mais c'est après. Au moins, vous avez voté. Oui, mais le problème, c'est que si, imaginez que comme le système est fait, si on vote blanc, ça n'apparaît pas en chiffres. Ça serait peut-être intéressant qu'apparaisse le nombre de personnes qui ont allé voter blanc, n'est-ce pas? Parce que ça montrerait réellement combien de personnes sont mécontentes des propositions, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est vraiment un débat, oui? Ouais, franchement, c'est une super bonne idée, mais après, du coup, si tout le monde vote blanc, c'est qui est élu? Bonne question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, que si il y a la majorité des personnes qui votent blanc, les 3 personnes qui sont présentées, il faut les dégager et trouver d'autres personnes? On attend. On refait une autre campagne, du coup, et on supprime tous les partis qui sont... On supprime les candidats de ces partis. Imagine pour les présidentielles. Imagine, aujourd'hui, on critique qu'Emmanuel Macron a été élu par seulement 15% de la population, ou 17%, ou 20% de la population. Et que ça ne pourrait pas être président. Attendez, on devrait avoir cette idée de vote blanc. Et s'il y a 50% qui ont voté blanc et 20% qui ont voté pour, ça montre alors que ces 50%, ils sont en train de dire qu'il faut trouver un autre candidat. Tu vois, je ne sais pas, on donne des idées, c'est tout simplement un débat. Oui? Oui et non, parce que d'un côté, non, parce qu'en fait, pendant ce temps où ils vont trouver des candidats et tout, il n'y aura personne pour, entre parenthèses, diriger la société. Oui, c'est vrai, mais après, néanmoins, le système est fait de telle façon qu'il peut avancer ou fonctionner à X temps sans avoir de président. Par exemple, l'Italie a duré 18 mois sans avoir de président.
C'est pas pour cela qu'ils n'ont pas continué. Le système économique, tout ça, c'est un engrenage qui est difficile d'arrêter. Un président a des décisions à prendre, mais ils peuvent être prises par d'autres moments. Imaginez qu'il n'y a pas de président et qu'on est en état de guerre. Ben, les généraux, ils peuvent prendre le relais. Vous voyez, il y a des choses qui sont faites pour que les systèmes continuent. On ne s'arrête pas aussi facilement, oui. Si on vote blanc et comme vous avez dit, on dégage les candidats, mais ça va être encore plus long si on fait la même chose, si les autres candidats ne nous plaisent pas. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps en fait de trouver le bon candidat. En tout cas, on est bien d'accord que nous, dans une société, que les choses vont trop vite, très vite. C'est pour ça qu'on parle de cette idée de perdre de temps. Vous êtes là. Moi, je suis déjà vieux pour vous. Peut-être, dans votre futur, dans votre avenir, vous aurez la force d'améliorer la démocratie. Avec cette idée de la sanction, du vote blanc, des candidats, de prendre du temps ou de ne pas en prendre. Ce sera à vous de le choisir, parce que vous avez le pouvoir de le faire. D'accord? C'est tout simplement ça, le débat. Le débat que je voulais lancer, c'était ça. Vous faire comprendre qu'il y en a des choses à faire, que le système n'est pas parfait, loin s'en faut, et qu'il faudra essayer de jeter un coup d'œil. Je voudrais finir alors, aujourd'hui, avec ces quiz pour vous répondre à la question « Être ou devenir citoyen français ?» Donc c'est un quiz que je veux vous montrer maintenant. Et on va voir vos réponses. C'est en quelque sorte un peu en résumé et quelque chose qui est ludique, qui peut nous aider à cette idée de devenir citoyen après les sujets que nous avons travaillés en classe. Alors, démocratie française, institutions et ses acteurs, être ou devenir citoyen français. Première question. Quelles sont les 2 conditions pour être un citoyen français? Ah, pardon. Dites-moi, quelles sont les 2 conditions pour devenir citoyen français? Oui? Être majeur et être nationalité française. Vous voyez déjà comment ils sont là, d'accord? Être majeur, être nationalité française. C'est être de nationalité française. Alors, comment obtenir la nationalité française? 4 possibilités. Oui? Avoir passé beaucoup de temps dans le pays. Enfin, Oui. Être né dans le même pays. Dans ce Oui. pays-là. Un autre? Il y a 4. Être né en France. Oui, c'est ça qu'il a dit. Oui? Avoir un travail en France. Avoir un travail en France, c'est pas forcément ça qui te donne la nationalité française. Il ne faut pas avoir passé un certain nombre d'années en France. C'est ça qu'il a dit elle. Il faut avoir des parents, des membres de ta famille qui sont. Non, des parents français ou un truc comme ça. D'accord, donc on parle Avoir de une parents français. nationalité. Avoir un certificat de nationalité française. Ça, c'est être né en France. Regardez. Par les droits du sang, ça s'appelle. C'est-à-dire la naissance où on est né. C'est-à-dire on est né en France. La numéro 2, par les droits du sol. C'est-à-dire si ses parents sont étrangers, à partir de 13 ans, si on est né et on vit en France depuis 5 ans, à 18 ans, avoir vécu 5 ans ou plus en France depuis l'âge de 11 ans. À la naissance, si au moins l'un des 2 parents est né en France. Double droit de sol. Par le mariage, c'est ça que vous avez oublié. Si je suis marié avec une Français ou Française depuis 4 ans, et que je maîtrise suffisamment la langue française, que je n'ai pas été condamné en France à une peine de moins de 6 mois de prison sans sursis. Et par naturalisation, c'est-à-dire la décision de l'État après ma demande auprès de la préfecture. De nombreuses conditions à remplir, vivre en France depuis au moins 5 ans, maîtriser la langue française, être d'accord avec les principes et les valeurs de la République, avoir des connaissances sur l'histoire, la culture, la société française, l'insertion professionnelle, l'absence de condamnation pénale. D'accord? Les droits et devoirs d'un citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est être un citoyen? C'est quoi les droits d'un citoyen? Ou les devoirs? Oui? le devoir, il y a les impôts.
Oui. Le droit, il y a le vote. On va le voir alors. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose cet contenu proposé par France Télévisions. Qu'est-ce qu'être citoyen ou citoyenne? Dans notre pays, être de nationalité française et avoir au moins 18 ans sont les 2 premières conditions qui permettent d'accéder au statut de citoyen ou de citoyenne. De plus, il faut jouir de ses droits civiques, le droit de voter, le droit de se faire élire, d'être juré lors d'un procès en assises ou encore le droit de travailler dans la fonction publique. Dans le cas de certaines infractions pénales, une personne incarcérée peut être privée de ses droits, qu'elle retrouvera en fin de peine. Pour exercer son droit de vote, un citoyen ou une citoyenne doit Donc vous voyez bien, auparavant faire la démarche de s'inscrire. je m'arrête sur les parce que listes sinon les électorales. droits d'auteur ne me laisseront pas poser la vidéo. Donc intéressant de pouvoir suivre ces documents-là, et comme tu avais dit, ces droits de citoyens, ces devoirs de citoyens, c'est aussi à remplir. D'accord? Et une autre question. Maintenant, on passe à la France, une république démocratique. On est en train de voir cette idée de démocratie, cette idée de régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire, et la souveraineté nationale, fait que le peuple détient le pouvoir. Dans cette partie-là, vous avez encore une fois une vidéo par rapport à cette idée de division de pouvoir qu'on a vu dans cette séquence. La séparation des pouvoirs. Nous sommes en démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide. Mais cette belle idée est bien difficile à mettre en pratique. Tout le peuple ne peut pas gouverner. Les premiers qui ont réfléchi à cette question, ce sont les Grecs dans l'Antiquité. Ils avaient imaginé déjà que le peuple, enfin le peuple moins les femmes, les esclaves et les étrangers, déciderait directement ou par le biais de représentants élus. Beaucoup plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, avant la démocratie moderne, des philosophes comme Locke en Angleterre ou Montesquieu en France ont réfléchi à la façon dont devait fonctionner une démocratie. Vous voyez comment ces petites vidéos explicatives peuvent vous servir en tant que résumé de ce que nous sommes en train de voir. On a encore ces schémas d'organisation et institution de la Ve République. Dites-moi, des présidents de la République au gouvernement, qu'est-ce que je devrais marquer ici? En haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe entre le président et le gouvernement? C'est le président qui choisit le gouvernement. Donc il nomme le gouvernement. Et alors, entre le président de la République et les députés? Oui? Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et entre les députés et le gouvernement? Oui? C'est l'Assemblée nationale qui le contrôle. Et ici en bas, qu'est-ce qu'on marque? Le suffrage universel. Les citoyens français avec le suffrage universel. Très bien. Donc ça, c'est une façon de réviser notre croquis. Les élections en France, comme vous avez vu, il y a différents types d'élections, municipales, départementales, législatives, sénatoriales, présidentielles, européennes. Alors, l'élection municipale, pardon, là il nous marque d'autres liens. Surtout savoir quelles sont celles qu'on doit choisir par rapport à combien de durée de mandat. D'ailleurs, le président de la République, il est élu combien de temps? Pour combien de temps? 5 ans. 5 ans. Et par exemple, le sénateur, il est élu pour combien de temps? 6 ans. 6 ans. D'accord, par exemple. D'accord. L'Assemblée nationale. On a parlé de cette démocratie d'opinion, donc influence de l'opinion publique. Les médias dans les débats démocratiques. Qu'est-ce que c'est l'opinion publique? Qu'est-ce que ce sont les médias et la pluralité des médias? Vous avez ici aussi à nouveau un document pour pouvoir écouter ensuite par rapport aux fake news. Kamel, c'est Cristiano Ronaldo, à la fois le meilleur et le plus arrogant de la classe. Mais depuis l'autre jour, une vidéo circule dans le lycée
Kamel donne de l'argent à la prof de maths et en échange, elle lui remet un 20 sur 20. Cristiano a acheté l'arbitre. Ça serait pas mal, hein, mais je ne sais pas combien d'argent il va demander les profs de maths pour avoir un 20 sur 20. Donc, encore une fois, cette idée de fake news, que ce sont des mensonges. Et avant de finir, vous dire que je vous enverrai les liens de ces petits quiz, d'accord, de Geniali qui a été créé par l'Éducation nationale pour pouvoir jeter un coup d'œil, le réviser avant notre brevet blanc. Comme je vous avais dit, cette partie-là de MC ne sera pas évaluée en cours. Vous, le lundi, vous allez nous répondre à nous tous cette dernière question, la question numéro 4, que tout le monde a dû voir dans la vidéo. Et ensuite, on continuera avec le cours de géographie que nous sommes en train de voir. Oui? Mais au brevet blanc, il y aura donc les deux séquences d'histoire. Oui, et les deux séquences de géo et la séquence de MC. Et la séquence de géo là qu'on est en train de faire, elle va être notée en classe ou... Non, parce qu'on va la finir juste avant les épreuves du brevet blanc. On va la finir, il nous restera 2 semaines. Et on va le finir juste avant. Mais il nous restera 2 semaines. Non, c'est dans 2 semaines. Ça passe très vite. Ah, non, c'est dans 3 semaines. Mais les conseils des classes, votre conseil des classes, vous savez déjà quand est-ce qu'il est? Avant les brevet blancs. Dans 2 semaines. Au moins, on n'a pas les notes du brevet blanc. Les brevets blancs, c'est pour le 2e trimestre. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci à vous aussi.